Ok, donc dans la section précédente, on avait vu comment caractériser la loi d'une variable aléatoire à partir de sa fonction de répartition. Je vous rappelle, pour les variables aléatoires discrètes, on avait vu qu'il y avait une autre caractérisation de la loi d'une variable aléatoire. Si on avait x, une variable aléatoire discrète, la loi de x peut être décrite en regardant n'importe quelle valeur petit x possible, que peut prendre la variable aléatoire grand X, et en regardant l'ensemble des probabilités que x égale petit x. Si je fais ça pour toutes les valeurs petit x possibles, alors je décris bien ainsi la loi de la variable aléatoire discrète. Dans l'exemple introductif, on a vu que cette approche ne permettait pas de bien comprendre c'était quoi la loi d'une variable aléatoire réelle en général. Cependant, on va essayer de donner dans ce cours-là un équivalent un peu de cette notion-là, et on va se restreindre à une sous-famille de variables aléatoires réelles, les variables aléatoires à densité. Alors pour donner une idée heuristiquement de ce que c'est qu'une densité, regardons l'histogramme d'une variable aléatoire, ici, qui est une variable aléatoire discrète. Alors x, en fait, ici, dans mon exemple, c'est une variable binomiale, BNP. J'ai pris P égale 0,4. C'est pour ça qu'on voit que le mode de la distribution de x, c'est pour x égale 0,4. Et j'ai pris n égale 100. Et comme vous le constatez, en fait, les valeurs que peut prendre ma variable, x, se trouvent entre 0 et 1. Si on regarde la binomiale, les valeurs que peut prendre une variable binomiale, ça se trouve entre 0 et petit n. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé en fait pas x, mais x sur n. Donc j'ai renormalisé par 1 sur n, de façon à ce que les valeurs possibles pour cette variable-là soient 0, 1 sur n, 2 sur n, etc. jusqu'à 1. Alors qu'est-ce que c'est que l'histogramme ? L'histogramme, en fait, on sépare l'intervalle de toutes les valeurs possibles en petits intervalles. Et si je regarde par exemple un intervalle ici, AB, je demande en fait à ce que la barre de l'histogramme, donc cette barre qui se trouve ici, j'ai fait la mauvaise barre bien sûr. Voilà, je efface, voilà, c'était la barre d'à côté. Donc on demande à ce que la barre de l'histogramme ait une aire qui soit égale à la proportion ou à la probabilité que la variable x soit entre a et b. D'accord ? Donc la règle pour la construction de l'histogramme, c'est que l'aire de la barre soit égale à la probabilité que votre variable, donc ici c'est x sur n, soit comprise entre a et b. D'accord ? On voit bien que si jamais on diminue la largeur des barres de l'histogramme, on a envie en fait d'approcher cet histogramme par une courbe. D'accord, on voit à peu près bien que l'histogramme pourrait être approché par une courbe. Donc en fait, si je le fais de façon moins artisanale, on obtient le graphique suivant. Donc vous voyez qu'il y a l'histogramme et j'ai superposé dessus une courbe. Et donc l'idée c'est la suivante. On sait que la variable x sur n, qu'on a vu précédemment, donc qui suit une loi binomiale renormalisée par n, ça c'est une variable aléatoire discrète. D'accord ? Mais c'est une variable aléatoire discrète qui prend beaucoup de valeurs. Les valeurs qu'elle prend, c'est toutes les valeurs 0, 1 sur n, etc. 1, donc il y a n plus une valeur possible. Si je prends n de plus en plus grand et que je prends des intervalles pour mon histogramme de plus en plus fins, je peux voir intuitivement qu'à la fin, mon histogramme va ressembler plus à la courbe rouge, ici, qu'à un graphique avec une courbe qui est en fait constante par palier. Donc maintenant, on peut rentrer un petit peu dans les détails et puis conceptualiser un petit peu plus, écrire un peu plus de façon rigoureuse les choses. Donc, tout d'abord, définition. Une fonction f qui va de R dans R est une densité de probabilité
si elle vérifie les assertions suivantes. Premièrement, f est positive. D'accord ? Ça veut dire que, quel que soit x dans R, f de x est plus grand ou égal à 0. Bien sûr, f de x peut être égal à 0 sur des intervalles entiers aussi grands soient-ils. Deuxièmement, on demande à ce que f soit intégrable sur R et son intégrale, généralisée ou non, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx est égale à 1. Alors, vous remarquerez que jamais je n'ai fait d'hypothèse, par exemple, que f était forcément une fonction continue. En fait, la seule hypothèse qui soit faite d'un point de vue fonctionnel sur cette fonction f, c'est le fait qu'elle soit intégrable. Donc, en L2, pour vous, intégrable, c'est bien sûr intégrable au sens de Riemann, mais en fait, ce qu'on peut voir quand on approfondit un petit peu la théorie des probabilités, c'est que la notion d'intégrale de Riemann, elle est pas totalement satisfaisante par rapport aux besoins de la théorie des probabilités. Et donc, en fait, la vraie notion dont on a besoin, c'est l'intégrabilité au sens de la mesure de Lebesgue. Et ça, c'est quelque chose que vous verrez plus tard dans vos études au cours de la théorie de la mesure et de la théorie de l'intégrale de Lebesgue. D'accord ? Donc, pour l'instant, vous pouvez vous retenir que intégrable, c'est par exemple intégrable par rapport à l'intégrale de Riemann, mais sachez qu'en fait, cette notion d'intégrabilité, elle va être un peu plus fine que ça va être plutôt intégrable par rapport à la mesure de Lebesgue. Voilà. Deuxième définition. Ici, on a défini ce qu'étaient les candidats pour être des densités de probabilité, et maintenant, il faut expliquer comment la densité de probabilité, en fait, elle décrit comment est-ce qu'elle est liée à la loi de la variable aléatoire x. Donc, la variable aléatoire réelle x a une loi Px qui admet la densité f, donc la densité de probabilité petit f, si, quel que soit A, dans R, eh bien, la probabilité que x soit plus petit que A soit égale à l'intégrale de moins l'infini à petit a de f de x dx. On peut maintenant faire plusieurs remarques par rapport à la définition précédente. Première remarque, la quantité qui se trouve écrite dans cette définition pour définir la probabilité que x est plus petit ou égal à a est bien définie. En effet, l'intégrale de moins l'infini à petit a de f de x dx, c'est aussi l'intégrale sur R de f de x fois l'indicatrice que petit x soit entre moins l'infini et petit a dx. D'accord ? Petit f est une fonction positive puisque c'est une densité de probabilité. Donc j'ai que pour tout x, 0 est plus petit que f de x indicatrice que x soit dans moins l'infini petit a est plus petit que f de x. F de x, elle est intégrable. Donc ça veut dire que cette fonction qui se trouve ici est elle également intégrable, et donc l'intégrale de moins l'infini à petit a de f de x dx est bien définie. Deuxième remarque, la quantité probabilité que x est plus petit que a, c'est la fonction de répartition de la variable x calculée en petit a. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une variable aléatoire x est une variable aléatoire à densité, de densité petit f, si sa fonction de répartition est en fait la primitive de petit f qui s'annule en 0. Donc fx est la primitive de petit f qui s'annule en 0. Qui s'annule en moins l'infini. D'accord ? Donc autrement dit, si je me donne une densité de probabilité, ça veut dire que je me donne une fonction de répartition qui a la forme de la primitive de cette densité de probabilité. Et une fois que j'ai la fonction de répartition, je sais que la loi de la variable aléatoire est bien définie.
Donc ça implique que, bien sûr, la densité de probabilité caractérise complètement la loi de la variable aléatoire. Okay. Troisième remarque. Regardons maintenant un intervalle i qui s'écrit de la forme AB. D'accord ? Si je veux calculer la probabilité que x appartient à i, c'est la probabilité que x est plus petit ou égal à b moins la probabilité que x est plus petit ou égal à petit a. J'applique la formule qui est donnée dans la définition, puisque je sais que x est une variable à densité, donc c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à b de f de x dx moins l'intégrale de moins l'infini à petit a de f de x dx. C'est donc égal à l'intégrale de petit a à b de f de x dx par la relation de Schall. D'accord ? Donc, cette équation est quelque chose qu'il faut retenir. Si je calcule la probabilité que x appartient à un intervalle i, ça va être l'intégrale sur i de la densité de la variable aléatoire x. C'est une conséquence directe de la définition, mais c'est une relation qu'on va beaucoup appliquer en exercice. Alors faisons maintenant une petite remarque pour comprendre un peu mieux l'heuristique qui est derrière les densités de variables aléatoires. Si je regarde l'intervalle i suivant, x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, avec x0 un réel, en appliquant la formule qui se trouve au-dessus, j'obtiens que la probabilité que x appartient à i va être égale à l'intégrale de x0 moins epsilon, x0 plus epsilon de f de x dx. Supposons aussi que f soit continu en x0. Alors, en fait, la probabilité que x appartienne à i va être à peu près égale à f de x0 fois 2 epsilon. Autrement dit, si je réécris cette chose-là, c'est la probabilité que x appartienne à x0 moins epsilon, x0 plus epsilon, qui va être à peu près égale à f de x0 . Donc, de façon heuristique, je vais changer de couleur pour ça. Ce qu'on voit, c'est que finalement, la probabilité que x appartienne à un voisinage de x0, qu'on peut écrire d'une autre façon de la forme x0, x0 plus dx, ça va être à peu près égal à f de x0 dx. D'accord ? Donc ce qu'on peut retenir, c'est que la densité f0, elle est reliée à la probabilité par le fait que f0 fois le petit élément de largeur d'intervalle, le petit voisinage, la largeur du petit voisinage dx, c'est à peu près la probabilité que x soit dans ce petit voisinage dx autour de x0. De façon un peu plus rigoureuse, si j'appelle a epsilon cet intervalle, je vois que a epsilon est une suite d'intervalles qui est décroissante pour l'inclusion. Donc j'en déduis par la continuité à droite que la probabilité que x appartienne à l'intersection pour tous les epsilon strictement positifs de ces intervalles à epsilon, ça va être la limite quand epsilon tend vers 0 de f de x0 fois 2 epsilon, c'est-à-dire 0. Par ailleurs, si je regarde quelle est l'intersection de tous ces intervalles à epsilon, ça va être le singleton x0. J'en déduis donc que la probabilité que x égale x0 est égale à 0, et ceci, quel que soit x0 appartenant à R. Donc, quand on a une variable à densité, on dit que cette variable est diffuse. C'est-à-dire qu'en fait,
la probabilité de la trouver pile sur un réel fixé x0 va être 0. Bien sûr, ça ne veut pas dire que votre variable est la variable qui vaut 0 tout le temps. Au contraire, il existe plein de variables aléatoires à densité qui sont nulles avec probabilité 0. Simplement, ça veut dire que la masse de cette variable aléatoire, la loi de probabilité de cette variable aléatoire, se répartit sur un ensemble infini non dénombrable, que la probabilité de trouver cette variable aléatoire pile en un point x0 fixé, elle vaut 0, mais par contre, la probabilité de trouver x au voisinage de x0, par exemple dans l'intervalle x0 plus dx, eh ben, elle est donnée par f de x0 dx. Donc on a de la masse partout, mais qui peut être de façon diffuse. En tout cas, elle ne se concentre jamais en un seul point. Alors continuons un petit peu sur les éléments heuristiques. Petit 5, petite remarque cinquièmement. Si x est une variable aléatoire discrète, on va dire par exemple à valeur dans un espace E, donc E, un sous-ensemble de R, qui est fini, donc E est fini ou dénombrable, ou infini dénombrable. D'accord ? Dans ce cas-là, j'écrirai que la probabilité que x appartient à l'intervalle AB, ça va être la somme pour petit x appartenant à AB inter E de la probabilité que x est égal petit x. Si x est une variable à densité, alors dans ce cas, la formule devient probabilité que x appartient à AB est égale à l'intégrale de A à B de f de x dx. Et ça, rappelez-vous, on vient de le voir dans la remarque juste avant, c'est à peu près, on peut l'interpréter comme la probabilité que x appartient à x et un petit voisinage de x. D'accord ? Donc on voit qu'il y a vraiment une analogie entre les deux formules. La formule pour les variables discrètes, où on a une somme sigma, donc c'est une somme puisque il y a un nombre discret, donc fini ou dénombrable de termes, et la formule pour les variables à densité, où la somme est remplacée par une intégrale. D'accord ? Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on somme ? Soit la probabilité que x prenne une valeur x précise parmi toutes les valeurs possibles, soit, lorsqu'on a une variable à densité, on fait la somme sur les probabilités que x appartient à petit x et on fait une somme continue, donc ça devient une intégrale. Et l'intégrale, c'est on intègre les probabilités que x appartient à un voisinage de petit x. Alors donnons maintenant quelques exemples de variables aléatoires à densité. Premièrement, si je regarde par exemple la densité f de x égale 1 sur pi 1 plus x carré. C'est bien une fonction qui est positive, elle est continue, pas de problème, et elle est intégrable. En effet, elle est équivalente par exemple quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini à 1 sur pi x carré qui est bien une fonction intégrable, en plus ou moins l'infini. Si je veux calculer maintenant l'intégrale, pour vérifier que c'est bien une densité de probabilité, il me faut calculer l'intégrale de f de x dx sur R, donc entre moins l'infini et plus l'infini. Donc j'ai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur pi 1 plus x carré dx, et il me faut une primitive de cette fonction, 1 sur pi 1 plus x carré. Donc la primitive de cette fonction, c'est 1 sur pi arc tangente de x, qu'il faut calculer entre plus l'infini et moins l'infini. Je sais que la fonction est intégrable, donc je peux écrire directement sans prendre trop de précautions avec les limites ce crochet. Alors, je sais que la limite, donc ça c'est un petit rappel, la limite quand x tend vers plus l'infini de arc tangente de x, c'est pi sur 2.
Et en moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Je vous rappelle le graphe de la fonction arctangente, il ressemble à ça. Hop. Voilà, avec deux asymptotes. Pi sur 2 quand x tend vers plus l'infini. Et moins pi sur 2 quand x tend vers moins l'infini. Donc je reviens à mon calcul. En plus l'infini, arctangente de x converge vers pi sur 2. Donc j'ai 1 sur pi fois pi sur 2 moins 1 sur pi fois moins pi sur 2. C'est égal à 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 1. J'ai bien montré que f de x était bien une densité de probabilité. Si on regarde cette densité de probabilité, donc il existe une fonction de répartition, f de x, qui va être la primitive de cette densité de probabilité, donc l'intégrale de moins l'infini à petit x de 1 sur pi 1 plus u carré du. Et on a vu dans la section d'avant, à toute fonction de répartition, on peut construire une variable aléatoire qui admet cette fonction de répartition. Et donc, on va pouvoir construire une variable aléatoire x qui admet grand F comme fonction de répartition. Et donc, qui aura la densité petit f. Deuxième exemple, les densités qu'on choisit ne sont pas toujours des densités continues. Donc on peut considérer par exemple cette fonction f de x qui est égale à 1 sur b moins a, indicatrice que x soit entre a et b. Donc je vous rappelle, cette fonction vaut 1 sur b moins a si x est compris entre a et b, et 0 sinon, puisque cette indicatrice vaut 0 dès que x n'est pas compris entre a et b. C'est encore une fonction positive. Le support de f, c'est-à-dire l'ensemble des x tels que f de x est strictement positif, est compact. Donc je n'ai aucun problème d'intégrabilité pour cette fonction. C'est une fonction qui est positive à support compact. Elle n'est pas continue, elle a deux points de discontinuité qui sont en petit a et petit b. Si je trace le graphe de la fonction f, j'ai petit a, petit b. Ma fonction f, elle vaut 1 sur b moins a sur l'intervalle AB fermé, et elle vaut 0 en dehors de cet intervalle. Donc c'est une fonction qui est continue par morceaux. Donc aucun problème pour l'intégrabilité au sens de Riemann. Et si je calcule l'intégrale de f sur r, comme cette fonction elle vaut 0 en dehors de AB, c'est l'intégrale sur, donc j'utilise ma relation de Schall pour montrer ça, c'est l'intégrale sur le segment AB de f de x dx. F est constante sur ce segment et vaut 1 sur b moins a. Donc c'est l'intégrale de a à b de 1 sur b moins a dx. Donc autrement dit, c'est 1 sur b moins a fois b moins a, c'est-à-dire 1. J'ai bien une densité de probabilité à nouveau. Alors maintenant qu'on a bien défini les densités de probabilité et qu'on a vu comment elles nous permettaient de connaître la loi de la variable aléatoire x, on va donner quelques propositions. Les premières propositions ont pour but d'établir le lien ou les propriétés que la fonction de répartition possède lorsque x est une variable aléatoire réelle à densité. Si x est une variable aléatoire réelle de densité f, alors sa fonction de répartition grand F vérifie
les assertions suivantes. Premièrement, comme on l'a vu, quel que soit petit x, f de x est la primitive de petit f qui s'annule en moins l'infini. Ça, c'est vraiment la définition qu'on avait donnée. Deuxièmement, cette fonction de répartition est continue sur R. Et enfin, troisièmement, si f, la densité, est continue en petit x0, alors grand F, la fonction de répartition, est dérivable en ce point. Et f' de x0 est égal à petit f de x0. Alors avant de rentrer dans la preuve, donnons quelques contre-exemples. D'accord ? Il est possible, malgré le fait que grand F soit la primitive de petit f, il est possible que grand F ne soit pas partout dérivable. Par exemple, si je regarde la densité suivante, petit f de x, qui est égal à petit f de x, qui est égal par exemple à l'exemple précédent, donc 1, on va prendre b égale 1 et a égale 0, donc indicatrice de 0,1 de petit x. Donc c'est un cas particulier de l'exemple développé précédemment, avec petit a égale 0 et petit b égale 1. Pour ce choix de fonction, je vois que grand f de x va être une fonction qu'on a déjà rencontrée. C'est la fonction qui vaut 0 si x est plus petit que 0, qui vaut x si x appartient à 0,1, et qui vaut 1 si x est strictement plus grand ou égal à 1. D'accord ? Je trace vite fait le graphe de la fonction. Donc c'est la fonction qui vaut 0 en 0, qui est égale à l'identité entre 0 et 1, et qui vaut 1 après la valeur 1. Donc j'ai bien sûr tracé x en abscisse et grand f de x en ordonnée. On voit bien que malgré le fait que grand f soit la primitive de petit f, le fait que petit f ne soit pas une fonction continue mais seulement continue par morceau fait que bien sûr la fonction grand f ne va pas être dérivable partout, mais elle va être dérivable seulement par morceau sur les intervalles où la fonction petit f est continue. Alors attaquons-nous maintenant à la démonstration de la proposition. On a vu que le petit 1 fait partie de la définition. Si x est une variable aléatoire de densité petit f, alors sa fonction de répartition est la primitive de petit f qui s'annule en moins l'infini. Il nous faut donc montrer les points 2 et 3. Donc commençons par la preuve du petit 2, à savoir que montrons que grand f est continu. Donc, soit x0, un point de R, on veut montrer que f est continu en x0. Alors, on sait déjà, ça c'est une propriété générale, on sait déjà que f est continu à droite. Donc on n'a pas besoin de montrer la continuité à droite, il nous suffit de montrer que f est continu à gauche. Donc il nous reste à montrer que f continue à gauche. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer xn, donc soit xn, une suite qu'on va pouvoir prendre croissante, convergeant vers x0. Et on se pose la question, a-t-on que f de xn converge vers f de x0? Si oui, on aura bien montré la continuité à gauche de cette fonction grand f en x0. Alors c'est toujours les mêmes ingrédients. En fait,
puisqu'on a xn, on peut s'intéresser à l'intervalle moins l'infini xn, puisqu'on sait que f de xn, c'est la probabilité que x soit dans cet intervalle moins l'infini xn. Ça forme, lorsque n varie, c'est une suite croissante d'intervalles de R. Donc on peut utiliser la continuité à gauche et on obtient que la probabilité pour que x appartienne à l'union pour toutes les valeurs de n de ces intervalles, moins l'infini xn, et c'est égal à la limite, quand n converge vers plus l'infini, des probabilités que x appartienne à moins l'infini xn. Donc le terme que j'ai ici à droite, ça n'est rien d'autre que la limite lorsque n tend vers plus l'infini des fonctions de répartition calculées au point xn. Maintenant, à quoi est égale l'union qui se trouve dans le terme de gauche? Ça, c'est la probabilité que x appartienne à l'intervalle moins l'infini x0. x0 ouvert si je suppose que les xn sont tous strictement plus grands que x0. Si jamais la suite xn était à un moment égale à x0, j'aurai une suite qui est stationnaire à partir d'un certain point, et donc bien sûr f de xn à un moment va être égal à f de x0. Alors, c'est pas très grave, hein, parce que la probabilité que x soit plus petit que x0, donc ça correspond à la fonction de répartition f de x0, c'est la probabilité que x appartienne à moins l'infini x0 fermé, mais je peux aussi écrire que c'est la probabilité que x appartienne à moins l'infini x0 ouvert, plus la probabilité pour que x soit égal à x0. Or, on a vu que pour une variable à densité, cette dernière probabilité vaut 0, puisque la variable est diffuse, et donc la probabilité de la trouver exactement en un point x0 fixé, elle vaut 0. Donc, j'en déduis que f de x0, c'est la limite lorsque xn converge vers x0 de f de xn, et j'ai bien montré la continuité à gauche de ma fonction grand F. Donc, la conclusion, c'est que f est bien une fonction continue lorsque x est une variable aléatoire réelle à densité. Maintenant, montrons le troisième point. Il s'agit de l'assertion suivante. Si la densité est continue en x0, alors la fonction de répartition est dérivable en x0 et sa dérivée en x0 est égale à la densité f de x0. Alors pour ça, je vais revenir à la définition de qu'est-ce que c'est la dérivabilité et la dérivée d'une fonction. D'accord? Donc il faut que je regarde la limite lorsque x converge vers x0 de grand f de x moins grand f de x0 divisé par x moins x0. Alors, il faut utiliser pour ça le fait que la densité petit f soit continue en x0. Donc, petit f continue en x0 se traduit par le fait que, quel que soit epsilon positif, il existe un delta tel que pour tout x appartenant à x0 moins delta x0 plus delta, f de x moins f de x0 est plus petite que epsilon. Donc comme je vais étudier la dérivabilité de la fonction grand f, je vais regarder donc pour h qui se trouve entre 0 et delta, je vais regarder f de x0 plus h moins f de x0. D'accord, donc soit h
entre 0 et delta, et je regarde f de x0 plus h moins f de x0. Par définition, c'est l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de x dx. Donc h est censé être petit, d'accord, et f de x est continu en x0. Donc je m'attends à ce que l'intégrand ici soit proche de x0. Je peux formaliser ça en disant que ça c'est l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de x0 plus f de x moins f de x0 dx. Ok. Donc, je sépare l'intégrale en deux. Le premier terme, l'intégrand ici ne dépend pas du tout de x. Donc, c'est facile. Le résultat, c'est f de x0 fois h. Le deuxième terme, donc je le laisse comme ça pour l'instant, c'est l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de x moins f de x0 dx. Voilà, donc je vois bien que le deuxième terme, il va sans doute tendre vers 0 lorsque h va tendre vers 0. Donc je vais retrouver en divisant par h partout que la dérivée de grand f va converger vers f de x0. Donc pour que ce soit un peu plus rigoureux, je vais passer le petit f de x0 h de l'autre côté. Donc j'ai grand f de x0 plus h moins f de x0 moins petit f de x0 fois h qui est égal à l'intégrale de x0 à x0 plus h de f de x moins f de x0 dx. Je prends les valeurs absolues de tout ça. Et bien sûr, je peux passer les valeurs absolues à l'intérieur de l'intégrale. Donc ça, c'est plus petit que l'intégrale de x0 à x0 plus h de la valeur absolue de f de x moins f de x0 dx. Alors maintenant, lorsque x appartient à x0, x0 plus h, cet intervalle est inclus dans x0, x0 plus delta, puisqu'on a choisi, je vous rappelle, h compris entre 0 et delta. Donc, pour de tels x, f de x moins f de x0 est plus petit que epsilon. On en déduit donc que le terme complémentaire, ici, est plus petit que epsilon fois h. Donc en divisant par h, je trouve la chose suivante. f de x0 plus h moins f de x0 divisé par h moins petit f de x0 est plus petit que epsilon. Et ceci est valable pour tout epsilon positif. Donc j'en déduis que la limite lorsque h tend vers 0 de f de x0 plus h moins f de x0 sur h est égale à petit f de x0, ce qui signifie que grand f est dérivable en x0 et sa dérivée en x0 est égale à petit f de x0. Ceci termine la preuve de la proposition. Alors il existe une réciproque à cette proposition. Donc deuxième proposition. On suppose que la fonction de répartition f d'une variable aléatoire réelle grand X est C1 par morceau alors la dérivée petit f de grand F sur chacun de ces morceaux est la densité de la variable aléatoire grand X. Donc maintenant qu'on a vu comment caractériser la loi d'une variable aléatoire,
réel, soit par sa fonction de répartition, soit par sa densité, nous allons calculer diverses quantités qui caractérisent la distribution ou la loi de cette variable aléatoire. Donc en particulier, on se rappelle que dans le cas des variables aléatoires discrètes, on pouvait décrire la loi par exemple, son espérance ou sa variance. L'espérance ou la variance ne caractérise pas la loi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs lois de probabilité qui correspondent à la même espérance, qui ont la même espérance ou la même variance. Nous allons maintenant revoir ça. Donc, on était dans le grand 3, variable aléatoire discrète, et maintenant, on va traiter grand 4, espérance et variance de variables aléatoires réelles à densité. Donc, dans tout ce chapitre, on considérera x, une variable aléatoire réelle de densité f, et je vous rappelle que à ce moment-là, la densité f était caractérisée par le fait que la probabilité que x appartienne à un intervalle i était égale à l'intégrale sur i de cette densité f. Alors on se rappelle que dans le cas discret, dans le cas d'une variable aléatoire discrète, qu'on va appeler par exemple y, l'espérance de y, c'était la somme sur toutes les valeurs possibles de petit y pondéré par la probabilité que grand y égale petit y. Donc en fait, rappelez-vous, cette notion d'espérance, c'était la même notion que celle d'une moyenne. Dans le cas où chaque valeur petit y a la même probabilité d'être prise par la variable grand y, on retrouve la moyenne habituelle, la moyenne empirique habituelle. On a vu aussi également, dans la section précédente, que tout ce qui était une somme discrète pondérée par une probabilité, c'est-à-dire ce que je vais entourer en bleu, somme discrète sur y pondérée par la probabilité que y égale petit y, correspondait, dans le cas de variable continue, à une intégrale par rapport à f de y dy. Donc il est assez naturel de définir l'espérance dans le cas de variable aléatoire continue comme une intégrale par rapport à la densité. Donc définition. Si x a une densité, donc si on est toujours, je vous rappelle, dans le cadre de cette section, on est toujours dans le cas d'une variable aléatoire réelle de densité f. Donc si x a une densité f qui vérifie la propriété suivante, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de valeur absolue de x, f de x dx est finie, alors, déjà on dit que x est appelé intégrable, donc on dit qu'on a une variable aléatoire intégrable, et on peut définir l'espérance de x comme étant l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc ça c'est une définition, de petit x, f de x dx. Donc parce que grâce à l'hypothèse que je souligne en jaune ici, le fait que l'intégrale de valeur absolue de x, f de x dx est finie, on voit que la définition espérance de x égale l'intégrale de petit x, f de x dx est bien définie. En effet, on a bien sûr que valeur absolue de x, f de x dx, valeur absolue de x fois f de x, donc ça c'est les remarques. Première remarque, valeur absolue de x, f de x dx est bien sûr positif et plus petit que valeur absolue de x fois f de x. En fait, on a même égalité. Donc, cette fonction, elle est intégrable,
Ça, c'est grâce à l'hypothèse qui a été faite. Et donc, on en déduit que la fonction if x f de x est également intégrable. En tout cas, son intégrale est bien définie et absolument convergente. Donc, l'intégrale de x f de x dx est bien définie et convergente, et absolument convergente. Deuxièmement, on peut poursuivre la comparaison qu'on avait faite entre le cas discret et le cas continu. D'accord ? Si on regarde ce qu'on a marqué juste en introduction, la formule qui est naturelle dans le cas continu, si on complète ce qui est marqué, c'est-à-dire qu'ici, on était en train de faire une moyenne pondérée des valeurs possibles que pouvait prendre la variable aléatoire y. Ici, si je regarde la formule qui est marquée dans la définition, l'équivalent, c'est de regarder l'intégrale par rapport... Donc l'intégrale, c'est une somme continue pondérée par la densité f de y dy de petit y, les valeurs possibles que peut prendre la variable aléatoire y. Donc la définition qu'on vient de donner dans le cas de variable aléatoire réelle et qui exprime l'espérance comme une intégrale de x f de x dx est vraiment l'analogue de la formule qu'on a dans le cas discret. Plus généralement, en fait, on peut voir que ces deux formules, cas discret et cas continu, sont en fait la même formule, et la théorie de l'intégration de Lebesgue nous permettra d'unifier les deux formalismes, variable aléatoire discrète et variable aléatoire continue. Donc deuxième remarque, les formules d'espérance pour les variables aléatoires discrètes et à densité sont en fait la même formule grâce au formalisme de la théorie de l'intégrale de Lebesgue. De la théorie de la mesure et de l'intégrale de Lebesgue. Alors cette remarque, comme quoi la théorie de la mesure et de l'intégrale de Lebesgue est en fait sous-jacente à la vraie définition de l'espérance d'une variable aléatoire, elle est très importante. En effet, on peut vouloir énoncer certaines propriétés des variables aléatoires. Donc, si on a x et y, deux variables aléatoires réelles, intégrables, c'est-à-dire qu'on peut bien définir leur espérance, alors on a les propriétés suivantes. Si x est positive presque sûrement, ça signifie que la probabilité que x soit positive est égale à 1, alors espérance de x est un réel qui est positif également. Deuxièmement, si lambda est un réel, espérance de lambda x plus y est égale à lambda espérance de x plus espérance de y. La preuve en particulier du deuxième point, et en particulier plus précisément de l'additivité dans le deuxième point, ne peut pas être montrée avec les notions d'intégrale de Riemann dont on dispose en licence 2. L'additivité dans le petit 2 ne peut être montrée qu'avec la théorie de la mesure et de l'intégrale de Lebesgue si on veut le faire rigoureusement. D'accord ? L'additivité dans petit 2 nécessite
un cours d'intégration plus poussé du niveau de la licence 3. En effet, pour l'instant, on a défini l'espérance que pour les variables aléatoires discrètes et pour les variables aléatoires réelles à densité. Mais on a des exemples comme quoi si x est une variable aléatoire avec une densité f, y une variable aléatoire avec une densité g, la somme x plus y peut être une variable aléatoire qui n'a pas de densité. Auquel cas, la définition qu'on a donnée de l'espérance pour les variables aléatoires réelles à densité, cette définition-là, ne nous est plus d'aucun secours pour définir l'espérance de x plus y. Donc la preuve rigoureuse de l'additivité dans le petit 2, qui semble être quelque chose d'assez naturel, en fait nécessite des outils assez puissants pour le montrer. Par contre, on peut donner une idée de la démonstration de petit 1. Et également, on peut aussi donner une idée du fait que l'espérance de lambda x égale lambda fois l'espérance de x. Mais ça, c'est très facile et je vais vous le laisser en exercice. Alors, dans le petit 1, on a que x est une variable qui est positive presque sûrement. Donc, ça veut dire que la probabilité que x soit strictement négative, c'est 1 moins la probabilité que x soit positive ou nulle. Comme cette dernière probabilité vaut 1, 1 moins 1 vaut 0. Par ailleurs, si je regarde la définition donc, du fait que x est dans notre cas une variable aléatoire à densité, donc je le reprécise ici, x est supposé dans tout ce chapitre à densité avec une densité f, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de x dx. Donc, f de x étant une densité, cette fonction est positive et l'intégrale de cette fonction sur R- est égale à 0. Cela signifie que, finalement, f de x est la fonction nulle. Alors, pas tout à fait, parce qu'on n'a pas supposé que f était continu ou quoi que ce soit. Donc, le résultat, ça va être que f donc, est d'intégrale 0 entre moins l'infini et 0. Et donc, f va être nul sur R-, donc moins l'infini 0, sauf éventuellement en un nombre dénombrable de points, où elle peut prendre des valeurs arbitraires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je regarde le support de f dans R-, c'est-à-dire en fait l'ensemble des x, donc je peux même prendre R- étoile, donc l'ensemble des x négatifs tels que f de x est strictement positif, et bien ce support est d'intérieur vide. S'il ne l'était pas, ça veut dire que on pourrait finalement montrer que la probabilité que x est négatif, c'est-à-dire cette intégrale, serait strictement positive. Donc maintenant, si je regarde l'espérance de x, par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de petit x, f de petit x dx, que je peux réécrire en utilisant la relation de Schall comme l'intégrale de moins l'infini à 0 de x, f de x dx, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de x, f de x dx. Ce dernier terme est positif, puisqu'en fait on est en train d'intégrer sur R+, une fonction x fois f de x qui est elle-même positive sur R+. Pour le premier terme, ce qu'on sait, c'est que f de x égale 0, sauf en un nombre éventuellement dénombrable de points. Donc ça veut dire que la fonction x, f de x, est égale à 0, sauf éventuellement en certains points AI,
pour i appartenant à grand I qui est un ensemble fini ou dénombrable. On peut alors écrire cette intégrale, toujours avec la relation de Chasles, comme étant la somme pour i appartenant à grand I de l'intégrale de ai à ai plus 1 de x f de x dx. D'accord, donc je subdivise en fait l'intégrale sur R- en petits morceaux dont les extrémités sont les points de discontinuité de la fonction f. Je suppose bien sûr que les AI sont rangés par exemple en ordre croissant. Ok. Donc cette fonction xf de x, elle vaut 0 sur chacun de ces petits intervalles, ai plus 1, et donc l'intégrale vaut 0, et la somme vaut également 0, puisque c'est une somme qui porte sur un nombre dénombrable de termes. Donc l'espérance de x, à ce moment-là, est bien sûr égale à 0 plus un terme positif, donc l'espérance de x est positive. Alors une autre formule qui est très importante, comme on a vu, c'est celle du théorème de transfert. Alors je vous rappelle ce que nous dit le théorème de transfert. Donc on a toujours notre variable aléatoire x avec sa densité petit f. Donc je le réécris, x, variable aléatoire réelle de densité petit f. Donc je vous rappelle que toutes les variables aléatoires réelles n'ont pas forcément une densité. Mais dans le cadre de cette section, on étudie des variables aléatoires réelles à densité. Donc x est une variable aléatoire réelle de densité f, et g est une fonction de R dans R, telle que l'intégrale sur R de valeur absolue de g de x, f de x dx, soit finie. Alors, l'espérance de g de x est égale à l'intégrale sur R, donc c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, de g de petit x fois f de x dx. Cette formule de transfert est très importante. Elle nous permet de calculer de nombreuses choses dans les exercices. Donc, quelques remarques pour comprendre la formule de transfert. Rappelez-vous, dans le cas de variables aléatoires discrètes, si je regardais l'espérance de g de x, c'était la somme sur toutes les valeurs possibles pour petit x de g de petit x fois la probabilité que grand x égale petit x. Donc rappelez-vous, il y a une analogie qu'on a faite vraiment plusieurs fois déjà, c'est que lorsqu'on somme sur toutes les valeurs possibles en pondérant par la probabilité que grand x égale petit x, dans le cas continu, l'équivalent c'est de faire une somme continue, c'est-à-dire une intégrale de moins l'infini à plus l'infini, en pondérant non pas par probabilité que x égale petit x, cette probabilité pour un petit x donné vaut 0, mais en pondérant par f de x dx, qui pouvait s'interpréter comme la probabilité d'être entre x et x plus dx, donc au voisinage de petit x. D'accord ? Et donc, dans le cas discret, on fait la moyenne des valeurs g de petit x, pondérées par la probabilité que grand x égale petit x. Dans le cas continu, on va donc faire la moyenne continue de g de x, pondérée cette fois par la densité f de petit x dx. D'accord ? Donc la formule qu'on a dans le cas de variable aléatoire continue, c'est vraiment un analogue de la formule qu'on a dans le cas de variable aléatoire discrète. Et encore une fois, je me répète, mais la théorie de la mesure et de l'intégrale de Lebesgue viendra unifier tout ce formalisme, et on verra que ces deux formules, en fait, n'en font qu'une seule dans le formalisme de la théorie de la mesure. Très bien. On ne va pas faire la preuve de cette formule de transfert, mais on peut quand même étudier quelques cas particuliers. Dans le cas où, par exemple, la fonction g de x
est égale à l'indicatrice d'un intervalle, par exemple l'indicatrice de l'intervalle AB, c'est-à-dire la fonction qui vaut 1 si x appartient à AB et 0 si non, on a que l'espérance de g de x, en fait, dans ce cas-là, g de x, c'est une variable aléatoire qui est discrète. D'accord, si j'appelle y cette variable aléatoire, c'est une variable aléatoire qui prend la valeur soit 0, soit 1, puisque l'indicatrice est une fonction qui prend soit la valeur 0, soit la valeur 1. Donc je peux appliquer ma formule de l'espérance pour les variables aléatoires discrètes. Je vais avoir 0 fois la probabilité que g de x égale 0, plus 1 fois la probabilité que g de x égale 1. Autrement dit, si j'applique la définition de la fonction g, ça me fait probabilité que l'indicatrice que x, la variable aléatoire, soit entre a et b, est égale à 1. Encore, autrement, ça veut dire que c'est la probabilité que x soit compris entre a et b. Donc, c'est l'intégrale de a à b de la densité f de x dx de la variable aléatoire x. Bien sûr, je peux réécrire cette intégrale en disant que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'indicatrice de AB fois f de x dx. Je retrouve donc bien la formule espérance de g de x égale l'intégrale de g de x, qui vaut ici indicatrice de AB, fois f de x dx. Je retrouve bien la formule qui est annoncée dans le théorème de transfert. Comme on a admis l'additivité de l'espérance, on voit qu'on peut passer maintenant à des fonctions qui sont des fonctions en escalier. Si je prends par exemple g de x est égal à la somme pour petit i dans grand I, un ensemble fini, de alpha i indicatrice de AIBI, alors je vais avoir que l'espérance de g de x, ça va être la somme pour petit i dans grand I de alpha i fois l'espérance de l'indicatrice que grand X soit entre AI et BI. Cette dernière espérance a été calculée dans le point petit 2. Donc en fait, si j'applique le résultat qu'on a trouvé dans le point petit 2, c'est la somme des alpha i fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'indicatrice de AI BI de petit x f de x dx. Je repasse la somme à l'intérieur de l'intégrale, et donc j'ai l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de x f de x dx. Donc on voit que pour toutes les fonctions en escalier, on a la formule qui est annoncée dans le théorème de transfert, et donc on peut se dire qu'en fait on peut passer à la limite. Donc pour généraliser, on peut considérer le cas où g est une fonction réglée. C'est-à-dire une fonction qui est limite uniforme, surtout compacte, d'une suite de fonctions en escalier. Alors, pour simplifier, comme ici il ne s'agit pas vraiment d'une preuve, mais juste de remarque, on peut regarder le cas où G est à support compact. Inclus dans un intervalle, par exemple, AB. Puisque G est réglé, ça veut dire que pour tout epsilon positif,
il existe une fonction en escalier phi epsilon telle que, quel que soit x appartenant à AB, g de x moins phi epsilon de x est plus petit que epsilon. On a alors que l'espérance de g de x, c'est l'espérance de g de x moins phi epsilon de x plus l'espérance de phi epsilon de x. Alors on a besoin ici d'un petit lemme que je vais maintenant rappeler. Si on a x une variable aléatoire, alors espérance de valeur absolue de x est plus grand ou égal que la valeur absolue de l'espérance de x. Donc on l'avait prouvé pour les variables aléatoires discrètes, mais on va refaire la démonstration qui s'étend bien sûr au cas des variables aléatoires réelles sans aucun problème. Donc puisque x, valeur absolue de x, est plus grand que x, ça signifie que valeur absolue de x moins x est plus grand que 0. Et par une propriété qu'on a montrée au-dessus, ça implique que l'espérance de valeur absolue de x moins x est positive. Par additivité de l'espérance, on obtient bien sûr que espérance de valeur absolue de x est plus grande que espérance de x. Mais également, on a que x est plus grand que moins x, que valeur absolue de x est plus grande que moins x. Donc par un même calcul, cela implique que l'espérance de valeur absolue de x est plus grande que moins espérance de x, et en rassemblant les deux résultats précédents, on obtient donc le résultat espérance de valeur absolue de x est plus grande que valeur absolue de espérance de x. En appliquant ce résultat au calcul précédent, on obtient que espérance de g de x moins espérance de phi epsilon de x est égal à valeur absolue de espérance de g de x moins phi epsilon de x, qui est plus petit ou égal à espérance de valeur absolue de g de x moins phi epsilon de x. Or, on a montré que phi epsilon de x convergeait uniformément vers g, donc en fait, ce terme-là est plus petit que epsilon. Donc, epsilon est une fonction constante, l'espérance de epsilon, c'est epsilon. D'accord. Par ailleurs, l'espérance de phi epsilon de x, comme phi epsilon est une fonction d'escalier, on applique le point 3 qu'on a vu précédemment, et l'espérance de phi epsilon de x, c'est l'intégrale de phi epsilon de petit x f de x dx entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, on en déduit que la limite, lorsque epsilon tend vers plus l'infini de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi epsilon de x f de x dx est égale à l'espérance de g de x. Mais par ailleurs, la fonction phi epsilon de x converge uniformément. En fait, déjà, on a supposé que ces fonctions étaient à support compact dans AB. Donc en fait, dans notre cas particulier, ici, cette intégrale est égale à l'intégrale de A à B de phi epsilon de x f de x dx. D'accord ? Puisque on a supposé que G était à support inclus dans AB, ici, sans restriction, en fait, on peut supposer que les fonctions en escalier phi epsilon qui approchent G sont elles également à support inclus dans AB. Donc, du coup, on peut écrire que l'intégrale de moins infini à plus infini de phi epsilon de x f de x dx est égale à l'intégrale de A à B de phi epsilon de x f de x dx.
comme phi epsilon converge uniformément vers G, en fait on peut montrer que cette limite c'est aussi égal à l'intégrale de A à B de la limite lorsque epsilon tend vers 0. Excusez-moi, je me suis trompé ici. C'est un 0, tend vers 0, de phi epsilon de x, f de x dx, et la limite de phi epsilon, c'est g. Donc ça, c'est l'intégrale de a à b de g de x, f de x dx. On retrouve bien à nouveau l'équation annoncée par le théorème de transfert pour le cas de fonctions réglées, c'est-à-dire limite uniforme sur tout compact de fonctions en escalier, et qu'on a supposé ici à support compact pour simplifier la preuve. Voilà. Une preuve plus générale de la formule du théorème de transfert sera prouvée au moment de la théorie de la mesure et de l'intégrale de Lebesgue. Donc donnons maintenant quelques exemples d'application de cette formule du théorème de transfert. Donc application. En particulier, l'application importante qu'on va voir concerne le choix de fonction g de x égale x puissance p. Donc définition. On dit que la variable aléatoire x admet des moments d'ordre p. Donc p est un entier non nul. Si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de valeur absolue de x puissance p f de x dx est finie. Sous cette condition, on peut alors définir l'espérance de x puissance p comme étant l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x puissance p f de x dx. Le fait que cette intégrale soit bien définie provient de la condition qu'on a supposée juste au-dessus. Alors, les cas particuliers, c'est bien sûr tout d'abord le cas où p égale 2. Si p égale 2, ce qu'on est en train de dire, c'est que dès que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré f de x dx est finie, on peut définir cette quantité comme étant l'espérance de x carré. Alors, l'espérance de x carré en elle-même, elle ne nous intéresse pas forcément tant que ça, mais elle est liée à la notion de la variance de x. Donc, exactement comme dans le cas discret, on définit la variance de x lorsque x admet un moment d'ordre 2 par la formule qui est la même qu'en discret, variance de x est égale à l'espérance de x moins espérance de x au carré. D'accord, donc cette définition, elle est bien valable. On a réussi à définir pour une variable aléatoire réelle à densité ce qu'était l'espérance de x. Et une fois qu'on a espérance de x, donc ça c'est une constante, on a supposé que x admettait des moments d'ordre 2. Donc en fait, l'espérance de x moins espérance de x au carré est bien définie. Alors propriété, on va montrer la même propriété qu'on avait dans le cas discret. La variance de x admet une autre formulation qui est espérance de x carré moins espérance de x, le tout au carré.
La démonstration de cette propriété est la même que dans le cas discret. Je vous le refais vite fait. On développe le carré qui est dans la définition de la variance de x. Donc c'est l'espérance de x moins espérance de x au carré. Je développe le carré avec la formule habituelle et j'obtiens que la variance de x, c'est l'espérance de x carré plus espérance de x, le tout au carré, moins 2 fois x espérance de x. Par linéarité de l'espérance, j'obtiens espérance de x carré plus espérance de x, le tout au carré, moins 2 fois espérance de x espérance de x. Or, espérance de x est un scalaire, donc je peux aussi le sortir de l'espérance, et donc j'obtiens espérance de x carré plus espérance de x, le tout au carré, moins 2 espérance de x fois espérance de x, c'est-à-dire espérance de x carré. Donc j'obtiens bien la formule annoncée, espérance de x au carré moins espérance de x, le tout au carré. Alors, que représente la variance? Je vous le rappelle, la variance représente la dispersion de la variable aléatoire autour de son espérance. Donc, espérance de x, un peu comme dans le cas discret, ça représente la notion de valeur moyenne de la loi ou distribution de x. Pour la variance, si vous regardez la formule qui se trouve écrite ici, dans la définition donc, la variance en fait c'est la moyenne, à cause de l'espérance ici, des écarts de x à sa moyenne, le tout élevé au carré. En effet, si je somme les écarts de x à sa moyenne, et que je somme tous ces écarts, je vais trouver 0 par définition de la moyenne. Et donc, si j'élève au carré ici, je mets tous les écarts entre x et son espérance au carré, et j'obtiens une notion de quel est l'écart quadratique moyen entre x et son espérance. C'est ça que représente la variance. Donc, si on l'écrit, variance de x représente la dispersion de x autour de son espérance. Alors on pourrait écrire bien sûr toutes ces formules pour les variables aléatoires à densité. Donc si x c'est une variable aléatoire réelle de densité petit f, alors espérance de x, on a vu c'était l'intégrale de x f de x dx, l'intégrale allant de moins l'infini à plus l'infini. Et pour la variance, on a deux formules. Tout d'abord, je peux prendre la formule de la définition. Donc j'ai une espérance tout dehors qui s'écrit comme une intégrale. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de quelque chose f de x dx. Et ce quelque chose étant la quantité qu'on a dans l'espérance, c'est-à-dire x moins son espérance, le tout au carré. Ce qui me donne ici l'intégrale de x moins l'espérance de x, qui est définie juste au-dessus, c'est une constante, le tout au carré. Si je reprends la deuxième formulation de la variance, c'est-à-dire espérance de x carré moins espérance de x, le tout au carré, cette propriété-là, et ben je vais obtenir que la variance, elle s'écrit aussi comme l'intégrale de l'espérance de x carré, c'est-à-dire l'intégrale de x carré f de x dx, donc ça c'est l'espérance de x au carré, moins l'espérance de x, donc c'est-à-dire l'intégrale de x f de x dx, le tout au carré. Donc on a donc ces deux formulations pour les variables aléatoires réelles à densité. Alors je vais vous rappeler quelques petites propriétés de la variance qui sont les mêmes que dans le cas discret. Si j'ai variance de x qui est égale à 0, alors ça signifie, donc c'est plusieurs propriétés, ça signifie que x égale espérance de x
presque sûrement. Avec probabilité 1, x est constant et égal à son espérance. Deuxièmement, si je regarde la variance de ax plus b, alors ça c'est égal à a carré fois la variance de x. La variance définit une forme quadratique. Et troisièmement, si x est indépendant de y, alors variance de ax plus by est égale à a carré variance de x plus b carré variance de y. Sinon, on obtient des termes de covariance. Donc en général, la variance de ax plus by, c'est les termes qu'on a déjà marqués, donc a carré plus variance de x plus b carré variance de y plus 2ab covariance de x, y. On peut définir aussi pour donc la variance s'exprime en unités qui sont les carrés de x, et donc on peut aussi définir l'écart type de x. Donc l'écart type de x, c'est la racine carrée de la variance de x.